Shavua Tov. On va raconter une histoire du professeur Michael Sofer. Une histoire qu'il y a avec le rabbi de manière tout à fait incroyable. Je l'avais déjà lu en plusieurs versions. Il y a des années de cela, mais je n'ai pas voulu encore la raconter, vu qu'il y avait différentes versions. Donc, savoir est-ce que l'histoire elle est vraie. Alors évidemment que toutes les histoires peuvent arriver, c'est sûr et certain, on n'a pas de doute sur ça, même si elle est tout à fait incroyable. Mais savoir être sûr qu'elle est juste. Vu que j'ai vu que le Rav Yoel Kahn, il raconte qu'il a entendu lui-même du professeur Michael Sofer, donc on va raconter cette histoire. Michael Sofer est un juif israélien. Il faisait partie du Shomer HaTzaïr, donc un groupe de gauchistes communistes qu'il y avait en Israël. Et avec le temps, il a dû aller en Australie. Là-bas, en Australie, il est parti en Tasmanie. Donc, il a voulu de l'Australie même, après jusqu'à la Tasmanie, un endroit donc très lointain. Et il était là-bas, il n'avait aucun rapport avec le judaïsme. Lui, il faisait ses études de mathématiques, sa femme faisait les études de psychologie. Et comme ça, il se retrouvait là-bas sans aucun rapport avec la Torah et les mitzvot, ni Shabbat, ni Kasher, ni Kippour, ni fête, strictement rien. Et voilà qu'un jour, la communauté, qui avait une trentaine de familles juives, les responsables de la communauté sont venus chez lui. Je dis, tiens, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, écoute, notre officiant, celui qui nous lit la Torah, celui qui fait l'office, il est parti et on a besoin de quelqu'un qui le remplace. Donc, toi, tu es la meilleure personne pour le remplacer. Alors, le professeur, qui n'a aucun rapport avec le judaïsme jusqu'à présent, leur dit, désolé, je ne suis pas du tout religieux, je ne connais strictement rien, je ne peux pas vous aider. Mais les responsables communautaires ont dit, écoute, nous, on n'a pas besoin que tu sois religieux ou pas religieux, c'est pas notre affaire. Tu peux continuer ta vie comme tu veux. Nous, on a juste besoin de quelqu'un qui sait lire. Toi, tu sais lire l'hébreu, c'est déjà largement suffisant pour nous. Viens à la synagogue et fais-le. Après réflexion, Michael, il a dit, bon, il faut aider les gens socialement, il faut aider les gens. Bien, pour la société, je vais faire ça. Non pas parce que je crois à quoi que ce soit, mais je vais aller les aider. Donc, en effet, il les a aidés pour être officiant, pour lire dans la Torah. Lui, il connaissait pas grand-chose du tout. Sa femme l'a aidé au moins à chanter un peu certaines parties dans l'office. Et comme ça, il a commencé à avoir affaire un peu avec le judaïsme. Avec le temps, il a commencé à se dire, peut-être, ça serait pas si bête que ça, de pratiquer l'étude de la Torah, l'accomplissement des mitzvot. Et surtout, il y avait des missionnaires là-bas, et donc des fois, il demandait des questions, et lui, il devait se protéger alors qu'il pratiquait même pas. Puis ses enfants, ils ont commencé à grandir, ils ont dit, ces enfants, il faut faire attention, qu'ils vont pas s'assimiler, ils sont là-bas dans un coin perdu, et il y a pas tellement de juifs, il y a que 30 familles juives, alors que là-bas, il y a 300 000 personnes qui habitent. Il faut leur donner quelque chose, un bagage spirituel, qu'on est sûr qu'un juif va se marier avec une juive, ils vont se marier entre juifs. Donc, ce qui a fait qu'il a décidé donc de commencer à garder plus, à pratiquer un peu plus. Mais le problème, ils n'avaient pas grand-chose. La femme de Michael a essayé de se rappeler donc certaines choses, qu'elle a fait le kiddush vendredi soir, comment il ne faut pas cuire des choses pendant Shabbat, comment il ne faut pas voyager pendant Shabbat, et différentes petites choses comme ça qui ont essayé donc de se rappeler pour faire. Après, ils se rappelaient aussi qu'il faut faire le kasher. Le kasher, ils se disent, ah oui, le kasher, il faut séparer le lait et la viande. Donc, ils ont acheté encore tout un set de vaisselle pour le lait. Après, ils se rappelaient, mais un instant, l'autre, c'est de la viande ou quoi que ce soit, mais c'est pas kasher non plus. Donc, il faut acheter aussi un deuxième set de vaisselle. Et ils ont commencé à avancer, mais vraiment, ils voulaient avancer plus, mais ils savaient pas du tout comment avancer. Il n'y avait pas de communauté juive, quelqu'un qui pouvait leur enseigner quelque chose. Lui-même, c'était le rave là-bas, entre guillemets le rave. C'était pas un rave, c'était l'officiant, ceux qui lisaient. Il y avait une ignorance totale. Lui-même, Michael, il raconte qu'une fois, il y a un touriste qui est passé dans la synagogue et il leur a dit, vous faites une erreur, car le soir, quand vous faites la prière, vous faites la répétition de la Hamida. La répétition de la Hamida se fait à la prière du matin, de l'après-midi, mais non pas la prière du soir. Eux, ils ne savaient même pas ça. Vraiment une ignorance totale. Il y avait personne qui demandait. Il faut se rappeler qu'à l'époque, donc c'était pas l'époque dans laquelle il y avait les téléphones facilement, que tu pouvais taper sur Internet, trouve Chabad, et trouve le Chabad qui est le plus proche de chez toi. Ça n'existait pas tout ça. La communauté la plus proche qu'il y avait, donc c'était en Australie, donc depuis cette île là-bas, depuis Tasmanie, jusqu'à l'Australie, il y a 1600 km, c'est très loin d'où il se trouvait, donc au bout de l'île de Tasmanie, à Hobart.
Donc c'est très très loin. Il y avait personne à qui demander. Bon, lui, il a lu dans les textes que dans chaque génération, il y a un prophète, il y a quelqu'un qui dirige. Il y avait Moshe, il y avait Yeshua, le successeur de Moshe Rabbeinu. Plus tard, il y avait Eliyahu Hanavi, le prophète. Et en tous les cas, il y a toujours quelqu'un qui dirige. Et il prie à Dieu Hachem, s'il te plaît, aide-moi, envoie-moi quelqu'un qui va m'aider. Comment est-ce possible que tu me laisses comme ça? Bon, quoi faire? Voilà qu'un jour, il était dans la rue, professeur Michael Sofer, il était dans la rue, et il voit un juif, un rabbin, quelqu'un avec une barbe, avec un chapeau, un juif religieux, en plein Tasmanie, à Hobart. Qu'est-ce qu'il fait ici? Qu'est-ce qu'il fait ici? Il était tellement content de le voir là-bas, il va, il l'enlace, il lui souhaite la bienvenue ici, il dit viens s'il te plaît chez moi à la maison. Et en effet, le Rav, il est parti chez lui à la maison, et il s'installe à la maison, et il demande des questions, et lui demande des questions, et la femme elle demande des questions, et le Rav, avec toute la patience, il répond à toutes les questions, très très bien. Et comment on fait le kasher comme ci, comment on fait la prière comme ça, tout il leur répond. Puis après, le Rav repart. Bien, un an plus tard, à nouveau, le Rav y revient. Cette fois-ci, ils lui ont demandé comment il s'appelle. Il dit, je m'appelle le Rav Chaim Gutnick. Je suis le Rav à Melbourne, en Australie. Bien. Ils n'ont pas demandé pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là. Et à nouveau, donc le Rav, il leur a parlé de toutes sortes de choses, de Torah et Mitzvot évidemment, et il leur a parlé de la pureté familiale, il leur a appris donc de nouvelles choses qu'ils ne savaient pas encore. Bien. Plus tard, le professeur Sofer et sa femme ont déménagé à Canberra, à côté de Melbourne. À côté, c'est plus proche de Melbourne, c'est à 600 km de Melbourne, ils étaient déjà plus proche de Melbourne. Quand ils étaient là-bas, ils étaient déjà donc plus en contact avec le Chabad de Melbourne. Et donc, ils ont commencé à se rapprocher encore plus du judaïsme, à connaître plus de choses, etc. Et voilà qu'un jour, Madame Sofer, elle rencontre Madame Pnina, qui est la fille du Rav Gutnick. Et en parlant, elle lui dit que elle est de Tasmanie. Alors Pnina, la fille du Rav Gutnick, lui dit « Ah bon, Tasmanie? Tu sais, tu me rappelles une histoire incroyable. Un jour, mon père, le Rav Chaim Gutnick, il a reçu une lettre du Rabbi qui lui disait qu'il faut aller de toute urgence en Tasmanie. Mon père ne savait pas quoi, mais le Rabbi était en Tasmanie, il est parti en Tasmanie. Et en allant dans la rue là-bas, il a rencontré un juif qui était très content de le voir, qu'il a enlacé, qu'il a accueilli chez lui à la maison. Et une année plus tard, le Rabbi donc, lui a dit de repartir en Tasmanie, donc il savait qu'est-ce qu'il devait faire déjà là-bas. Bon, c'est comme ça, la fille de Rav Chaim Gutnick raconte à Madame Sofer. Et là, Madame Sofer réalise ce qui s'est passé et racontait à son mari. Et son mari lui a dit « Ah, je comprends maintenant comment Rav Chaim Gutnick il est arrivé là-bas. On lui a jamais demandé qu'est-ce qu'il faisait là-bas. Je comprends maintenant qu'est-ce qu'il est venu faire là-bas. C'est le Rabbi qui l'a envoyé. » Ça nous donne une notion, ce qui est écrit dans le 2e chapitre du Tanya, comment dans chaque génération, il y a un Rabbi qui est Rosh Bnei Israël, qui est la tête du peuple juif. De la même manière que la tête, elle ressent tout le corps, de la même manière aussi le Rabbi, il ressent chaque juif. Où est-ce qu'il se trouve? Il peut se trouver en Tasmanie, tellement loin de New York, complètement dans le sens, de l'autre côté du globe. Mais le Rabbi le ressent, il fait partie de ses membres. Et le Rabbi, il envoie ce qu'il faut pour lui donner la bonne santé spirituelle et matérielle, tout ce qu'il faut. Lorsqu'ils ont connu plus Chabad, le Rabbi, ils ont un billet pour aller voir le Rabbi. Ils sont rentrés en Yichidut, en audience chez le Rabbi. D'ailleurs, ils voulaient repartir en Israël. Le Rabbi leur a dit de rester en Australie. Ils étaient plus tard donc à Sydney. À Sydney, là-bas, donc ils enseignaient à la faculté. Le Rabbi leur a dit que à eux de rapprocher les Juifs, les jeunes Juifs qui sont là-bas au judaïsme. En effet, ils ont rapproché des centaines de jeunes Juifs qui sont mariés plus tard, qui ont fondé des foyers juifs. Grâce à ça, qui se trouvaient dans un coin tellement perdu que le Rabbi a pensé à eux et que eux, après, se sont occupés encore de plein d'autres Juifs. Intéressant, bien plus tard, en 1980, le Rabbi a dit à Madame Sofer d'apprendre, c'était 1979, en Tishri, le Rabbi a dit à Madame Sofer d'apprendre la méditation pour pouvoir sauver des personnes. Et en effet, donc le Rabbi lui a dit, il faut partir le Rabbi, il faut Mazali, comme on dit Mazali, en Mazali, pour sauver des neshamot, sauver des âmes là-bas. Elle est partie pour prendre la méditation chez un bouddhiste
qui était donc le chef de tous les bouddhistes. C'est pas un bouddhiste qui fait l'idolâtrie, un bouddhiste en tout cas qui est dans la méditation, etc. Parce qu'on n'a pas le droit évidemment d'apprendre de l'idolâtrie ou des choses comme ça. Il avait 97 ans et ils ont discuté, etc. Il s'avère que lui-même c'était un juif et que ses parents donc c'était des Allemands qui étaient complètement donc assimilés et que lui il cherchait du sens à la vie. Comme ça il est devenu bouddhiste jusqu'à qu'il est devenu le chef de tous les bouddhistes là-bas. Donc le monsieur Sofer, donc sa femme, Madame Sofer, elle apprenait la méditation. Monsieur Sofer, il a pris avec lui le Tanya. Et lui, il était tellement impressionné du Tanya, il voulait apprendre encore plus. Et même après, quand ils sont partis de là-bas, il lui envoyait un Tanya en anglais pour qu'il puisse l'étudier. Et l'histoire, elle se finit pas là. Et bien sûr, ce bouddhiste là, de 97 ans, il a mis des tefilines avec Monsieur Sofer. L'histoire, elle se finit pas là. Plus tard, là, il y a une fille qui est arrivée chez Monsieur et Madame Sofer. Comment ils sont arrivés là-bas? Il s'avère que cette fille, elle est partie chez le bouddhiste pour étudier la méditation. Et lorsque le bouddhiste a entendu qu'elle était juive, il a dit, toi ta place elle n'est pas ici. Toi là ta place elle est chez les juifs. Et dans les endroits où on étudie le Tanya, va voir Monsieur et Madame Sofer. Et cette fille-là, en effet, après, donc elle s'est rapprochée du judaïsme. Et aujourd'hui, elle est mariée avec des enfants, etc., comme il se doit. Donc on voit ici, dans cette histoire, de manière incroyable, comment le rabbi, il pense à tout le monde, où que se trouve la personne. Le rabbi pense à lui. On voit aussi ici comment un juif, ou avant même quelqu'un qui se pense gauchiste, communiste, quoi que ce soit, mais quand doucement, la Torah, elle rentre à l'intérieur de lui, eh bien, ça fait un changement intérieur. Pas seulement que lui change, mais qu'il change aussi d'autres personnes. Et bien sûr, positivement. Alors à nous, c'est de méditer sur ça, comme se changer à soi-même, dans le bon sens évidemment, influencer d'autres personnes, aller dans le droit chemin de la Torah Mitzvot. Et par cela, on aura la venue de Mashiach très prochainement. Shavua Tov.